Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois au Tout à Yutz pour une nouvelle émission. Et après la ZAC de la Tuilerie, justement à Yutz, on va évoquer un nouveau quartier aménagé à Rodemack, les Jardins du Castel, avec mes deux invités du jour, à commencer par Olivier Corman, maire de Rodemack. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ravi de participer à cette émission. De même. Et puis à vos côtés, c'est également sa première, Bénédicte Anxiona, responsable de projet à la Sodevam. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Avant de commencer, une petite anecdote finalement. Pourquoi partir en vacances alors qu'on a la petite Carcassonne de Lorraine à proximité de l'Allemagne et du Luxembourg? Très bonne question, parce qu'effectivement, quand on rentre du travail tous les jours, quand on rentre à Rodemack, on se sent un petit peu en vacances. Et il y a cette ambiance de village qu'on apprécie particulièrement. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien quand même d'aller voir ailleurs. Alors c'est vrai qu'on parle de la petite Carcassonne de Lorraine, parce qu'il y a ces fameux 700 mètres de remparts du 15e siècle, je crois. C'est ça. Et bon, on va commencer tout de suite cette émission avec la genèse du projet Les Jardins du Castel. Et on va continuer, Olivier, à parler un petit peu d'histoire. Alors je crois qu'on ne va pas être d'accord, mais c'est vrai que Rodemack a longtemps été un village tranquille avec ses 1300 habitants. Et c'est vrai que depuis le début du 21e siècle, même si Rodemack est classé depuis 1987 parmi les plus beaux villages de France, on sent une frénésie. Voilà, on peut parler vraiment de cité dortoir. Comment vous expliquez finalement ce retournement de situation ? Alors vous le dites, et si vous permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je m'en doutais. Avec votre analyse de cité dortoir. Alors, de luxe. De luxe en plus. Alors c'est vrai qu'en termes de démographie, Rodemack bénéficie du développement économique de Luxembourg, de la proximité du Luxembourg, et au même titre que toutes les communes alentours, on voit une évolution forte de la population ces dernières années. Un titre d'exemple, dans les fin des années 70, on était à 500 habitants, aujourd'hui on est à 1300. Donc on n'a pas toujours été à 1300 habitants, mais il y a eu une augmentation au fil des années de la population, et essentiellement des travailleurs frontaliers qui se sont installés à Rodemack. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que on ne s'installe pas à Rodemack uniquement parce qu'on est proche de Luxembourg. On s'installe aussi à Rodemack parce qu'on est amoureux du patrimoine, que le site est merveilleux, je dirais, on bénéficie d'un site historique qui est remarquable. On bénéficie aussi à Rodemack de nombreux services de proximité. Je crois qu'on a effectivement une crèche, des écoles périscolaires, on a des commerces, on a une boulangerie, on a une épicerie, on a une brasserie, on a des professions médicales qui se sont installées, avec prochainement en novembre l'ouverture d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui va regrouper 12 professionnels de santé. Donc ça permet, je dirais, au-delà de la vie de tous les jours, d'avoir ces services de proximité qui permettent de vivre mieux. Et enfin, Rodemack, et c'est ce qui me touche le plus, c'est Rodemack est connu pour sa fête médiévale. Sa fête médiévale qui est gérée par l'Association des Amis des Vieilles Pierres, qui regroupe toutes les associations de Rodemack. Et Rodemack a un dynamisme de bénévolat qui est incroyable. Et ça veut dire que quand on s'installe à Rodemack, d'une façon ou d'une autre, un jour, on intégrera ces associations et ça va créer une émulation et une convivialité dans le village qui, dans mon sens, ne ressemble pas à un village dortoir. Eh bien, vous m'avez convaincu. Je sais, si je dois déménager prochainement, je sais que j'irai à Rodemack, parce qu'en tout cas, ça a l'air très, très plaisant.
En tout cas, en 2008, Gérard Gerder, le maire de l'époque, avait lancé un projet d'urbanisme, on va dire, innovant sur la dernière parcelle disponible du ban communal environ 7,5 hectares en surplomb de la cité médiévale. Comment vous pourriez définir le projet à son origine, alors que vous étiez à l'époque conseiller municipal? Alors, effectivement, on a démarré la réflexion du projet en 2008. Rapidement, on s'est mis en route avec la SODEVAM. L'objectif initial, où il y avait plusieurs objectifs au départ, l'objectif initial, c'était de maîtriser le foncier à la revente pour permettre notamment aux Rodemacois et aux gens proches de Rodemack de pouvoir s'y installer à un prix, on va dire, modéré. Donc les primo-accédants étaient notre cible première. Donc ça, c'était, je dirais, notre motto de départ. Deuxième objectif, c'était le développement durable et l'écologie. Et c'était de faire un quartier vraiment remarquable également d'un point de vue écologique et de développement durable, avec l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie avec des noues partout sur le site, avec, je dirais, des sentiers piétons un peu partout sur le quartier qui permet de limiter autant que possible l'utilisation de la voiture. Donc bref, un objectif aussi de qualité environnementale, je dirais, lié à ce quartier. Un autre objectif qui est plus une vision à plus long terme, c'était de lancer ce projet et dès le départ, on le voulait sur le long terme. Un projet en 15 ans minimum, 3 tranches de plus ou moins 5 ans, pour permettre, je dirais, une évolution régulière de la population par différentes tranches, pour permettre aussi aux nouveaux habitants de s'y installer, de s'intégrer à la vie locale, comme je disais tout à l'heure, et de bien s'y sentir. Et finalement, maintenant, on va arriver à la 3e tranche. Et donc, il y a un bon amalgame qui se fait avec des gens qui aident les autres à s'intégrer, etc. Et une vie de quartier qui vit de plus en plus à l'extérieur, avec justement les espaces verts qui prennent toute leur place. Et donc voilà, ces objectifs initiaux sont restés dans le temps, et ça nous a permis aussi de finalement gérer dans le temps l'évolution de l'effectif dans les écoles, dans le périscolaire, etc., plutôt que d'avoir, je dirais, tout de suite un grand quartier qui s'installe avec une masse de population à intégrer, éventuellement d'élèves à intégrer dans les écoles et potentiellement des infrastructures à revoir. Donc là, ça nous a permis de justement gérer ça dans le temps et de manière fluide. On reviendra sur l'évolution au fil de l'émission. Bénédicte, c'est vrai que la SODEVAM est intervenue très rapidement, dès 2009. Justement, à partir de ce moment-là, quelles étaient vos priorités ? Alors je vais peut-être un petit peu répéter les enjeux qu'a énoncé Monsieur le maire. Nous, on a répondu à une consultation qui avait été lancée par la commune à l'époque. On a été mis en concurrence avec d'autres aménageurs et la SODEVAM a été retenue. Dans le cahier des charges, dans les objectifs qu'on s'était donnés, c'était un quartier qui ne soit pas un simple quartier périurbain comme tel qu'on les connaît. Il y avait une vraie ambition environnementale. Dès le début, on a souhaité aller chercher le label écoquartier, alors qu'on n'a finalement pas obtenu du fait de l'évolution ultérieure du lotissement. Mais voilà, il y avait des vraies exigences environnementales auxquelles on a souhaité vraiment s'accrocher sur toute l'évolution du projet. Et puis il y avait ce besoin de créer du logement pour les habitants de Rodemack. Il faut savoir que les prix de vente des terrains qui ont été commercialisés sur la tranche 1 étaient jusqu'à 30% inférieurs au prix du marché dans les environs, pour permettre aux habitants de Rodemack de pouvoir se positionner sur les terrains. Et j'ai regardé les statistiques là juste avant de venir. Sur la tranche 1, on a un tiers des habitants qui ont acheté un terrain qui avait une adresse de domiciliaire à Rodemack à l'époque, et un tiers des communes aux alentours, communes proches. Donc je dirais Paris gagné quand même. Quelles ont été les premières difficultés rencontrées sur ce projet, puisque c'est vrai, on parle beaucoup d'environnement et ça sera un petit peu le fil conducteur de cette émission, mais c'est vrai qu'il ne fallait pas dénaturer, il ne faut pas dénaturer Rodemack, dont l'ADN reste le plaisir et l'art de vivre. Oui, tout à fait. Alors en fait, difficulté, nous on parle plutôt d'ambition chez nous.
On ne voulait pas faire un lotissement classique. J'ai encore pas tout à fait le langage Chaudévam. Ouais. Donc en fait, on est parti vraiment de la cité médiévale historique de Rodemack. C'est des maisons très resserrées, c'est des petits terrains, c'est finalement... voilà, c'est dense, et puis il y a des jardins qui sont extramuros de l'autre côté des remparts. Et ça, c'était un peu notre fil rouge au départ pour concevoir le lotissement. On a pensé des petits terrains avec de la maison en bande, on appelle ça, donc des maisons mitoyennes par leur façade principale, et puis des poches de végétation à différents endroits du lotissement. Donc on a 2 vergers aujourd'hui, on a une aire de jeu, et puis on a toutes ces venelles piétonnes et ces chemins très végétalisés aujourd'hui pour arborer le lotissement et voilà, lui faire un cadre qui s'inscrit dans l'histoire de Rodemack. Alors on en a déjà parlé, mais on va rentrer évidemment dans le vif du sujet avec le projet des jardins du Castel. Alors c'est vrai qu'on a parlé déjà de la première tranche, mais c'est vrai que la seconde tranche, à partir de 2014, comprend des sous-tranches. Une première de 13 maisons Bouygues pour le compte du CNPE de Cattenom, le centre nucléaire, mais également une deuxième de 10 maisons commercialisées. Oui, donc effectivement sur la tranche 2 du lotissement, on a eu cette opportunité à l'époque de travailler ensemble avec le CNPE de Cattenom pour permettre, je dirais, à des familles de la centrale nucléaire de venir s'installer à Rodemack. Je crois qu'on a la chance sur le territoire d'avoir un employeur de renom comme EDF qui rassemble énormément de familles, et d'avoir cette possibilité d'avoir des familles qui s'installent à Rodemack était pour nous aussi très, très intéressant. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une rue qui est gérée, qui a été gérée à la base par le CNP de Cattenom et qui n'a pas du tout dénaturé, au contraire, le site, et qui a permis peut-être même d'accélérer, on va dire, la commercialisation et le développement des jardins du Castel. On l'a dit, c'est vrai que le lotissement se distingue clairement par sa qualité paysagère. Comment finalement vous avez réussi à travailler voilà, la ville de Rodemack et la Chaudévam pour créer ce que je pourrais appeler une sorte de cité-jardin, Bénédicte? Tout à fait, une cité-jardin, c'est une bonne référence, je pense, par rapport aux cités-jardins du XXe siècle. On s'est entouré d'une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire, c'était important pour nous. On est allé chercher un architecte urbaniste, un paysagiste qui au départ était même mandataire du groupement, donc qui avait toute sa place dans la conception du lotissement, et puis des bureaux d'études spécialisés, notamment un bureau d'études hydrauliques pour toute la question de gestion des eaux de pluie. Voilà, au niveau des ambitions, je continue du coup. On avait des exigences environnementales et paysagères assez fortes, on en a déjà parlé. Donc on a donné des contraintes à respecter à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui était, d'un point de vue technique, la gestion des eaux de pluie 100% en infiltration à la parcelle. Donc ça veut dire que sur le lotissement aujourd'hui, on n'a pas de canalisation d'eau pluviale. Tout est géré sur les terrains des maisons ou bien dans des noues d'infiltration et des bassins de rétention pour toutes les voiries. En exigence architecturale, on a rédigé un cahier de décharge avec des prescriptions architecturales. L'objectif, c'était d'avoir une certaine unité architecturale sur le lotissement. Donc là, c'est l'architecte urbaniste qui a beaucoup travaillé, on va dire, pour arriver à une cohérence urbaine d'ensemble. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a eu une vraie évolution dans le temps du projet pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Vous en avez parlé sur le plan environnemental, mais également, puisqu'au départ, il devait y avoir des immeubles collectifs, finalement, qui ont été remplacés par des maisons accolées. Et puis, si je ne me trompe pas, au départ, la voiture devait être en partie absente, et finalement, revirement de situation, la voiture est présente. Au départ, on cherchait le label écoquartier. Et c'est un des critères prépondérants du label écoquartier, c'est que les voitures sont garées dans des parkings mutualisés, ne vont pas jusqu'au pied des bâtiments. Alors, ça, c'était les intentions initiales du projet. Il y a eu, on sait tous, la crise de 2008-2009. Les promoteurs qui s'étaient engagés au départ sur des projets de construction d'habitats intermédiaires ou en bande se sont désengagés. Donc on a revu un petit peu la copie et on a repensé le lotissement pour proposer plus de parcelles vendues individuellement.
Et de facto, la voiture est arrivée au plus proche des terrains et des maisons. Et puis finalement, on reste à Rodemack. Tous les habitants ont une voiture aujourd'hui, donc on a aussi cherché à répondre à un besoin des habitants sur le secteur. Oui. Alors Olivier, c'est vrai que vous êtes arrivé à la mairie en 2020, forcément pas question de tout révolutionner, mais vous avez, je présume, essayé d'imprimer votre patte depuis maintenant 5 ans. Oui, effectivement. Donc, effectivement, ne pas révolutionner le projet initial, qui était un très beau projet, hein, qui s'inscrivait dans le temps, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Notre patte, on l'a surtout ajouté sur, je dirais, le développement de sentiers piétons. Hein, notamment, on a créé un sentier piéton qui permet de descendre du jardin du Castel jusqu'au vieux village, pour rejoindre les écoles, le gymnase, etc. et permettre en fait aux habitants d'utiliser le moins possible la voiture. Hein, donc la voiture est présente, mais en fait les gens se déplacent beaucoup à pied. Et donc ça c'est important. Vous l'évoquiez tout de suite, on a mis en place des vergers partagés. Hein, donc là aussi c'est important, et on a mis une aire de jeu au centre du quartier, qui permet, je dirais, d'avoir un quartier où il fait bon vivre, mais également où c'est très sympa de s'y promener tout simplement, hein, parce que c'est très végétalisé, et donc ça permet, je dirais, de rencontrer beaucoup d'habitants. Et dernière décision qu'on a prise, c'est que pour favoriser ce déplacement piéton, on a réglementé la circulation en mettant une zone partagée à 20 km/h, donc avec priorité aux piétons et aux cyclistes, hein, ce qui permet que sur tout le quartier, en fait, les piétons et les cyclistes sont bien prioritaires, et ça permet de se promener en toute sécurité. Alors nous sommes désormais dans la 3e et normalement dernière tranche de ce projet, 38 parcelles disponibles à l'achat depuis 2023. Oui. Où en est-on concrètement 2 ans plus tard ? Alors le projet de la 3e tranche avance très bien. On l'a également organisé en 2 sous-tranches, hein, une première sous-tranche de 30 parcelles individuelles qui se sont bien vendues. Aujourd'hui, il en reste 3 à la vente, donc quasiment tout est commercialisé. Et on est en train de travailler sur un permis d'aménager pour un dernier sous-lot de 6 parcelles, avec une voirie qui devrait voir le jour à l'automne, et donc des parcelles qui seront à la vente très prochainement, pour permettre à 6 nouvelles familles de s'installer dans les prochains mois, ou en tout cas l'année prochaine. Alors Bénédicte, tout n'a pas été simple, comme souvent dans pareil cas. Vous avez dû faire face à une nouvelle contrainte d'urbanisme, puisqu'on parle de densification du bâti avec une nouvelle réglementation qui imposait de construire au minimum 22 logements à l'hectare contre 18 auparavant. Comment vous avez réussi à y faire face, tout simplement ? Alors ça n'a pas été tellement compliqué, parce que le projet de base était déjà dense. De fait d'imposer de la mitoyenneté dans les constructions de maisons, on avait des terrains qui n'étaient pas très grands, qui n'étaient pas très larges, et donc on avait beaucoup de terrain finalement, c'était déjà dense. Après, sur la tranche 3 en particulier, comme effectivement la densité a un petit peu augmenté dans le SCOT, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui des parcelles en drapeau. Donc vous avez la rue, vous avez un premier front de maisons sur la rue, et vous avez, grâce aux parcelles en drapeau, un deuxième front de maisons sur l'arrière. Donc vous utilisez encore un petit peu plus de terrain pour densifier. Pour terminer, on touche au but, finalement, avec ces jardins du Castel. Est-ce que le résultat final va dans le sens de ce que vous vouliez, et va bien justement dans la petite Carcassonne de Lorraine ? En tout cas, le plus beau retour que j'ai aujourd'hui, ce sont les habitants eux-mêmes, hein, qui y habitent, et qui ont beaucoup de plaisir à habiter sur le site des jardins du Castel. Encore une fois, c'est un quartier qui est agréable, et où il fait bon vivre, où il est agréable également de se promener, et on voit une vie de quartier avec des gens qui sont à l'extérieur, et ça fait plaisir. Eh bien, en tout cas, merci. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Sodevam, les territoires en action. Bye bye.